Bonjour, donc on va faire une présentation aujourd'hui de DraftSight pour voir un petit peu les fonctionnalités qui sont disponibles. Vous avez ici l'invitation que vous avez reçue qui résumait un petit peu les sujets qui vont être abordés. Donc si on commence, on va avoir déjà synthétisé un petit peu ce qui existe comme version DraftSight et puis ensuite on va parler un petit peu de DraftSight concrètement, présenter les fonctionnalités. Donc DraftSight est découpé en plusieurs versions. Donc ici, on voit les trois versions qui existent avec la version en bleu qui s'appelle Entreprise, la version en rose qui s'appelle Entreprise Plus et la version mécanique qui est tout au-dessus. Les différentes versions ici sont des poupées russes, ça veut dire que ce qui est dans la version bleue est dans la version rose et qui est aussi dans la version jaune. Et vous avez donc dans ces licences, vous avez des licences qui sont des licences flottantes, avec de la hotline et des licences qui sont ou bien en mode location ou bien en mode achat. La version bleue permet de faire tout ce qui est nécessaire dans un outil 2D classique, donc de créer, de modifier, d'annoter avec des outils de productivité, donc on va en voir un certain nombre, des outils de conversion, etc. La version rose permet d'ajouter des outils de contraintes pour faire des éléments entre guillemets paramétrables avec des contraintes 2D, des paramètres 2D pour changer les codes, pour que ça remodifie les volumes ou les contours en 2D en esquisse. Et la version jaune permet d'être compatible avec les fonctionnalités d'AutoCAD Mechanical, donc principalement les nomenclatures, les calques, ce genre de choses. Comme vous l'avez vu juste au-dessus, ici on est compatible Windows et on n'est pas compatible Macintosh pour ces versions qui sont flottantes en réseau. On va passer à un certain nombre de sujets en revue. Alors, on a arbitrairement choisi quelques sujets sur les fonctionnalités de DraftSight. Donc, vous avez ici une liste, on va les regarder au fur et à mesure, avec à chaque fois, pour chaque sujet, une présentation de ce qui va être vu. Et puis ensuite, on va passer sur la partie présentation qui va nous permettre de voir un peu le fonctionnement de l'outil. Ici, on voit l'interface utilisateur de DraftSight avec la possibilité d'être en interface classique grise ou bien on peut passer en interface sombre avec, comme ça se fait dans Windows classique et repartir sur un autre menu. Donc, il faudrait quitter DraftSight pour le rouvrir. Ici, on voit qu'on peut ouvrir des fichiers AutoCAD DWG, mais on peut aussi enregistrer sous dans n'importe quelle version d'AutoCAD. Donc ici, on voit les formats d'AutoCAD qui existent, le plus récent étant le 2018, jusqu'à la version 2012, R12 qui date de 1990. L'interface utilisateur peut être présentée classiquement comme celle qu'on a sous les yeux, qui est l'interface moderne avec un ruban, avec des onglets. On peut aussi avoir une interface classique telle qu'elle existait il y a quelques années avec des boutons. Alors, on voit ici les boutons, on peut réorganiser les barres de menu, on peut les agencer un peu comme on a envie. Et on a une interface 3D qui existe aussi, qui est disponible pour avoir des fonctionnalités de modélisation, que ce soit des primitives toutes faites ou des fonctions qu'on peut dessiner. On a également la possibilité de masquer le ruban. Et on va avoir aussi la possibilité d'agencer les menus un peu différemment. Donc ici, on voit qu'on a un volet sur la droite qu'on peut répartir autrement. Les volets contiennent différentes fonctions qu'on va regarder au fur et à mesure. Donc, si je continue ici, ce qu'on vient de voir, c'est qu'on avait l'interface utilisateur de DraftSight, ou bien classique, ou bien en mode sombre, comme ça se fait, c'est à la mode pour beaucoup de gens maintenant. Donc, les deux interfaces sont possibles, il n'y a pas de souci. Et puis, on est capable de travailler sur des fichiers DWG de pratiquement n'importe quelle version. Donc, on peut ouvrir toutes les versions de DWG et on peut enregistrer dans toutes les versions DWG. On peut bien sûr aussi utiliser les fichiers DWT pour les modèles de documents, on peut enregistrer en DXF, etc., etc. Alors, quelques outils, on va passer ici en revue quelques outils de DraftSight. On ne va pas regarder tous les outils. Vous avez dans les barres de menu au-dessus, vous voyez ici des menus pour tracer des lignes, des polylignes, des entités, des cercles, des rectangles, des hachures. Enfin, on voit des menus qui sont
très légèrement différents d'autres outils 2D DWG éventuellement, mais qui sont assez évidentes à comprendre. Hein, le bouton ici, c'est le bouton éclaté, donc décomposé, et puis différents outils, donc les calques en dessous. Donc on va avoir sur le même sujet, donc le même document qu'on va réouvrir, on va être capable de dessiner avec les accroches objets, tout ce que vous connaissez dans les outils 2D classiques. Hein, ici, on dessine d'un point juste horizontalement avec le mode ortho ou pas le mode ortho. On va avoir la possibilité de décaler vers le haut, vers le bas, avec toutes les options qu'on peut imaginer. On peut dessiner des entités, des ronds, des carrés, etc. Donc ici, on va dessiner un élément simple, donc juste, admettons que ce soit une table, par exemple, et on est capable de définir un bloc table. Donc là, en l'occurrence, pour l'exercice, le bloc existait déjà, il m'a demandé d'écraser ou pas. Alors une autre chose qui est importante aussi, c'est le fait de pouvoir déplacer des éléments, de les dupliquer, de les copier, de les pivoter. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va dupliquer le bureau, mais on a lancé une commande qui était une copie multiple. Donc ça veut dire que je fais la copie, mais je fais des transformations multiples, donc une copie, une rotation, et je suis toujours dans la même commande. Une autre commande, c'est la possibilité de filtrer les entités, de sélectionner. Donc ici, on va sélectionner les textes, donc tous les textes du plan. Donc il va sélectionner tous les textes sur la mise en plan. Et donc tous les textes, on va lui changer la police de texte. Hein. Donc on voit que tous les textes qui ont été sélectionnés sont maintenant permutés dans une nouvelle police de texte, ce qui permet d'avoir une mise à jour beaucoup plus rapide de toutes les entités. Une autre fonctionnalité, c'est les outils de productivité. Donc ici, l'idée, c'est de pouvoir des outils d'ajustement. On voit qu'il suffit de traverser l'entité pour qu'il ajuste ou qu'il prolonge. Autre chose, on va avoir la capacité de faire des répétitions. Donc des répétitions, on va en voir d'autres après qui sont un peu plus encore d'un autre niveau. Donc on va changer la quantité en X, en Y, etc. Et donc on a la capacité ensuite à aller manipuler tout ça. Ici, si je veux faire des hachures, pareil, je vais aller lui dire que je veux faire des hachures. Donc on voit que le menu qui apparaît me permet de sélectionner le motif de hachure, l'échelle de hachure, enfin toutes les options de hachurage classique. Et on aura le même menu qui sera présenté quand on passera en mode modification. Donc là, il va aller faire notre hachure en fonction du motif qu'on avait choisi. Autre chose importante, c'est la gestion des calques, des layers, des couches. Donc ce qui permet donc on voit ici dans cet exemple de document qui est relativement important, on a beaucoup de calques, donc il va falloir pouvoir filtrer un peu tout ça. On voit qu'ici on a les différentes options qui sont montrées, cachées, gelées, et donc on est capable d'avoir des pré-réglages pour récupérer des états de calque, et on est capable de filtrer en fonction de critères. Je vais rechercher tous les calques qui comportent le terme transporteur, donc c'est des convoyeurs, des choses comme ça. Et je vais créer un favori, entre guillemets, pour mémoriser ces calques et les récupérer plus tard. Et ce que je peux faire aussi, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est de sélectionner des entités et de faire apparaître les calques, de filtrer les calques uniquement des entités sélectionnées. Donc ça permet de garder des favoris en fonction ou bien d'une sélection ou bien d'une recherche avec des étoiles, des jokers, pour tous les calques qui commencent par transporteur quelque chose, par exemple. Et donc dans ce cas-là, on a la capacité à aller filtrer très rapidement. Je continue. Donc ici, ce qu'on vient de voir, on a fini avec les calques, mais on a vu qu'on avait des commandes avec des raccourcis. Alors, on ne l'a pas vu clairement, mais les raccourcis clavier sont les raccourcis que vous connaissez dans d'autres logiciels 2D. Donc, on tape les commandes. Et si vous avez envie d'avoir des alias qui sont traduits ou bien en anglais ou bien en français, on peut les convertir et les enrichir. Si vous avez des habitudes avec des alias que vous avez créés de votre côté, on peut les recréer ici. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est personnalisable. On va le voir tout à l'heure un peu plus en détail, mais on peut personnaliser l'interface et personnaliser les commandes. On est capable, dans DraftSight, de gérer des blocs, donc des blocs dynamiques. Donc, on voit ici dans l'interface qu'on a l'utilisation sur la partie haute et dans la partie basse, on a le menu de création qui permet de donner des relations géométriques, des parallèles, des perpendiculaires, des relations dimensionnelles, pour avoir des éléments qui soient, entre guillemets, intelligents. Donc, je continue. On revient sur notre exemple. Si on prend ici sur la table,
On voit que quand on vient sur cette table, on a un bloc. Si je viens sur la table et que je la sélectionne, on voit qu'on a une liste déroulante avec une table circulaire ou une table carrée. Donc on a permuté en table carrée, rectangle ronde, pardon. Ici, on a la possibilité de convertir le bloc dynamique en bloc dynamique draft site qui s'appelle custom block. Et donc là, on est dans le mode de création. On peut redéfinir les points de référence, on peut redéfinir les comportements. On peut imaginer des modifications en fonction de tirer sur un point ou des choses comme ça. Autre chose, ici dans l'impression, on a les menus d'impression que vous connaissez avec les logiques que vous connaissez. On peut aussi imprimer en temps masqué, c'est-à-dire qu'on va être capable de lui dire je voudrais imprimer, mais tu vas l'imprimer sans bloquer l'écran. Et donc là, on a imprimé le document complet avec toutes les feuilles et on a donc de l'IAS en PDF. On peut aussi aller récupérer des fichiers PDF, des fichiers PDF, des fichiers, on peut importer, exporter, attacher. Donc ce qu'on va voir ici, c'est l'import d'un fichier PDF qui a été créé par quelqu'un et je voudrais convertir le fichier PDF en fichier DraftSite. Donc là, ici, vous avez des options d'import. Donc je vais sélectionner les deux feuilles qui ont été listées ici et on va charger le document. Donc on retrouve un bloc, puisqu'on avait chargé sous forme de bloc, on retrouve un bloc dans DraftSite. Et donc ce bloc, si on l'éclate, on va retrouver des entités 2D avec des lignes, des textes, et puis des calques qui sont récupérés. Et donc bien sûr, on peut aller après, comment dirais-je, personnaliser un petit peu les entités pour mettre des calques différents ou des couleurs différentes ou des choses comme ça, ou des polices de texte dans ce cas-là. Donc on a des textes qui sont modifiables, on retrouve un document qui n'est plus un PDF, qui est un document réellement 2D DWG, avec les références qu'il y a en interne, s'il y a des références. On peut également juste avoir attaché un document, donc là c'est un PDF, en arrière-plan, c'est-à-dire que ce document n'est pas converti en DraftSite, il est juste visible dans DraftSite. Et donc on va pouvoir par-dessus aller personnaliser les choses, comme par exemple ajouter un bloc. Ici on avait pris un bloc d'un aménagement. Vous voyez ici des personnages, donc on a notre bibliothèque de blocs qu'on peut récupérer avec différentes options pour personnaliser notre dessin. Et puis on peut bien sûr exporter tout ça, donc l'espace modèle ou bien l'espace papier, donc la feuille 1, la présentation, pour conserver les données. Donc les blocs dynamiques, donc on a vu tout à l'heure qu'on avait des blocs dynamiques qui étaient utilisables. Pour des problèmes de brevet, on ne peut pas créer des blocs dynamiques dans DraftSite, donc ils ont créé un bloc qui s'appelle Custom Block, qui est l'équivalent à 100% du bloc dynamique, mais avec les brevets DraftSite cette fois. Et puis donc après, on peut ou bien imprimer, on peut convertir des fichiers PDF, enfin, on a vu un certain nombre de choses ici. Donc bien sûr, on a vu quelques fonctions, on n'a pas vu l'ensemble de toutes les fonctionnalités de DraftSite. Sur la partie annotation, je vais avoir des outils divers. Donc, on va regarder ici un certain nombre d'options. Donc, dans cet exemple, on va aller créer des cotations automatiques sur la vue de face. Donc, ou bien je pose des cotes manuellement comme je le fais ici, dans mon dessin. Donc, on a sélectionné en amont, on a été lui définir la zone qu'on voulait coter en automatique. Ensuite, on lui dit je cote en automatique. Et on voit en rose et en bleu les références qu'on va prendre pour les départs de cotation, des cotations avec une référence, des cotations en chaîne ou pas, enfin, et puis après, quelles entités je veux coter. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. On va sélectionner les entités qu'on veut coter, donc le trou et puis le contour. Et quand on fait cotation automatique, il nous montre ce que ça va faire, donc c'est à l'aperçu. Et quand je valide, j'obtiens la cotation totale. L'autre point qui est important ici, c'est qu'on a envie d'étager l'espacement entre les cotes avec un espacement régulier.
Et donc, on a des options ici pour espacer. On voit avec la roulette, la molette qui permet d'augmenter ou diminuer l'espacement. On a des menus pour personnaliser les cotations. Donc, par exemple, ici, on fait 4 fois, donc il suffit de rajouter un texte devant. On veut mettre des favoris, donc on peut enregistrer les modèles de cotation pour les garder en favoris, pour les réutiliser et les poser à un autre endroit ou homogénéiser les informations. Donc, pareil, on va pouvoir faire aussi des types de cotations différents, donc comme ici, les tolérances géométriques. Donc, on va construire notre tolérance avec les informations qui nous intéressent. Donc, on voit toutes les informations, la référence ou les références, et on va positionner cette information quelque part. Donc là, ici, on l'a pas accroché pour le moment. Et puis pareil, on peut aussi mettre une référence. Donc si je mets une référence ici sur la face gauche, je vais lui construire ma référence d'un point à un autre, avec éventuellement une personnalisation de la flèche que je veux pas en flèche, mais je veux en triangle de référence. De cette façon-là, je vais avoir un plan présentable avec toutes les cotations et toutes les références. On a vu aussi qu'on avait le menu pour aller vérifier l'orthographe avec le spell check, etc. Donc, on a vu ici un certain nombre de fonctions. Donc, sur notre plan, donc on a fait de la cotation. Et puis, donc, on passe à la partie des outils Toolbox qui sont intégrés dans DraftSight. Donc, les outils Toolbox, c'est une boîte à outils, comme son nom l'indique en bon anglais, qui permet de faire un certain nombre de choses. Dans cette boîte à outils, on va trouver des éléments 2D et puis on verra aussi des éléments de repérage, de nomenclature. Donc, si on continue, si on revient sur la partie gauche du dessin, on a dans la partie paramétrage de l'outil Toolbox, on va pouvoir lui dire que je voudrais faire des réglages pour moi, pour la société, pour l'entreprise. Donc, on peut partager les réglages. Et quand on clique sur une entité, donc là, ici, on a été sélectionné un écrou, on voit qu'on a des options qui permettent de le modifier. Donc, avec le menu éditer, on est capable d'aller dire le taraudage qui était ici, je veux le passer en temps ou en temps. Et donc, on a des informations intelligentes, entre guillemets. L'information intelligente, ça veut dire que ici, si je reclique sur un filetage et que je mets une référence pour le dimensionner, on voit qu'il est capable de ressortir les informations du filetage. Donc, ce n'est pas juste une entité graphique, c'est une entité graphique avec un certain nombre d'informations. Ici, on a sélectionné le repérage de tous les perçages qu'il y a sur cette vue, avec par rapport à l'origine, le 0,0 qui est au centre de la vue, avec une table de perçage. On peut aussi, pareil, sur de la visserie, on peut avoir des vues de vis qui sont créées en automatique, c'est ce qu'on a ici. Et on va avoir les vues avec l'empilage, un boulon, une rondelle, un écrou, un contre-écrou, enfin comme vous voulez créer l'empilage. On est capable aussi de mettre des entités d'habillage du type rugosité, avec éventuellement des options de rugosité. Pareil pour les soudures. Donc vous voyez le menu au-dessus, il y a un certain nombre d'options qui sont disponibles. Là ici, on fait une soudure de 5 mm sur le cordon de soudure qu'on a pointé. Donc on peut aussi aller on peut aussi aller ici récupérer l'information sur le boulon. Donc le boulon, il est composé de 3 entités. Donc il y a une vis, une rondelle et puis un écrou. Et donc on va avoir les informations qui correspondent. Et si on veut récupérer un cartouche, donc on peut aussi insérer un cartouche sur notre dessin. Donc là, on définit la zone qu'on veut mettre dans le cartouche. Donc on a préparé notre information et donc on a notre cartouche qui apparaît centré autour de la pièce. Ce cartouche, vous allez pouvoir le documenter avec les attributs, mais on peut aussi mettre un cartouche de révision, ce qu'on a fait ici, avec des triangles, des petits repères de modification. Donc cette boîte à outils, elle nous permet d'avoir des éléments standards, de les récupérer en automatique, de faciliter la création de dessins d'éléments standards, de faire du repérage, de faire des nomenclatures. Alors ici, on a vu une nomenclature une table de modification, mais ça pourrait être une nomenclature pour arriver à avoir un dessin complet.
On a des outils de productivité donc, qui permettent d'automatiser certaines tâches et d'ajouter des fonctionnalités qu'on n'a pas habituellement. Donc si on va chercher dans l'onglet Power Tools, on va trouver une fonctionnalité qui s'appelle comparaison de dessin, une fonctionnalité qui s'appelle génération de code G pour l'usinage, des courbes de niveau et puis la conversion d'image en vecteur. Donc là, ici, on va comparer deux mises en plan, une version 1 et une version 2. Donc on va charger les deux fichiers dessin dans notre outil de comparaison. On va appuyer sur le bouton comparer. Et donc on voit ici en vert et en bleu les différences entre les deux vues, les deux mises en plan, les deux versions. Donc on a une partie qui est en bleu qui a été le dessin d'origine et une partie qui est en vert qui est la version 2. On a aussi dans la programmation en commande numérique, on peut avoir la génération de code G. Donc, si à partir d'un dessin, d'un contour de pièce, on est capable d'aller récupérer le contour de la pièce et de générer un programme d'usinage par rapport à cette pièce. Si on récupère ici les entités, on les sélectionne. On a une vue de ce qu'on va récupérer. Et donc, si on enregistre ce code G, il va nous faire un fichier texte. On va voir ici. On va avoir un fichier texte avec le code G qu'on va pouvoir sortir en automatique. Le Image Tracer est un outil qui va permettre de convertir une image, donc du JPEG, du BMP, en vecteur, donc en ligne dans DraftSight. Et donc ici, on a récupéré un logo. Donc ça peut être un logo, ça peut être un plan, ça peut être un peu ce que vous voulez. On est capable de récupérer des entités pour les convertir en ligne avec les limites de la qualité de l'image au départ. Donc il y a 4 outils actuellement dans les Power Tools qui permettent d'ajouter des fonctionnalités à un dessin, un outil 2D simple. On a aussi la capacité de faire de la programmation. Donc la programmation, ça va de juste un script comme on voit tout en haut ici, qui est juste une suite de commandes qui sont enregistrées dans un fichier texte, à des programmes qui sont des programmes en Lisp, qui sont traditionnellement le langage de programmation d'AutoCAD historiquement, jusqu'à des programmes en Visual Basic ou en C ou des choses comme ça. Donc là, ici, on va parler un petit peu de personnalisation de l'interface et puis de programmation. Alors pour l'interface, ici, on va se créer un nouveau menu qui va être mon espace de travail 2, par exemple. Cet espace de travail, je vais lui dire que je voudrais avoir uniquement le menu contrainte, le menu attaché. Cet espace de travail, je vais lui dire que je veux le rendre actif. Donc on voit ici les modules que je veux voir activés quand j'active mon espace de travail personnalisé. Et donc on peut l'enregistrer pour le récupérer et pour le partager avec quelqu'un d'autre ou dans l'entreprise pour le rendre disponible à tout le monde. On peut aussi aller chercher des programmes en Lisp. Donc, on va aller utiliser un programme en Lisp et donc la commande a été ajoutée à mon DraftSight pour pouvoir faire du Lisp, utiliser des commandes complémentaires. Donc, on voit là ici, on a cité le Lisp et le Visual Lisp, mais on peut avoir aussi d'autres langages de programmation si on veut aller encore plus loin. On peut aussi faire, on a parlé de script tout à l'heure, qui était une suite de commandes séquentielles bêtes, entre guillemets. On est capable de mettre sous un bouton, de personnaliser un bouton pour faire une commande du type zoomer au mieux, reparamétrer quelque chose et puis valider, enregistrer. Donc 3-4 commandes de suite, on est capable de les mettre dans un petit script, caché derrière un bouton. DraftSight est également capable de travailler en 3D. Donc on voit ici sur la partie haute des boutons, hein, donc des primitives, ou des fonctions un peu plus personnalisées. Donc on va venir ici. On voit ici qu'on a un document 3D. Donc on change l'environnement en 3D parce qu'on avait dans le travail de tous les jours, on n'a pas forcément l'environnement, mais on voit ici des primitives, des fonctions de chanfrein, des fonctions de face ou de maillage. On est capable de dessiner les contours et de les extruder, de faire des balayages, des lissages. Donc c'est les lofts et
et sweep qu'on voit ici. On est capable de faire des combinaisons avec les opérations booléennes, des combinaisons de volumes. On est capable de faire des réseaux en X, Y, Z de nos volumes. Et on peut bien sûr manipuler tout ça en 3D pour pouvoir visualiser, modifier, etc. Et donc, on est capable ensuite de faire des présentations 2D pour faire comment dirais-je, des plans 2D qui vont afficher une partie ou une autre. C'est ce qu'on voit ici. On a les présentations qui sont en bas de l'écran, qui sont des présentations avec des zooms sur certaines parties à chaque fois. On a aussi un outil qui s'appelle le gestionnaire de jeux de feuilles, qui va permettre d'automatiser certaines fonctionnalités du type, par exemple, je vais sélectionner une feuille, ça permet d'ouvrir beaucoup plus rapidement un document, de l'enregistrer, de le convertir. On peut lui dire, par exemple, l'alias qui s'appelle print à droite actuellement, je peux venir bouton dans la souris et dire ça, je veux convertir en PDF. Je veux convertir en PDF le document. Et donc, ce document-là, je vais aller en faire une liasse quelque part. Et je vais pouvoir aussi imprimer, convertir, tout un certain nombre de documents. Donc, comme on vient de le voir, on a vu un certain nombre de choses. On voit qu'on a une interface qui est assez classique, c'est simple à utiliser, et on a des outils qui vont plus loin que du dessin 2D simple et classique. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et si vous avez des questions, je suis prêt à vous écouter.